Bienvenue à la réunion publique organisée par la CGT et la Fédération CGT de la santé et de l'action sociale sur le grand projet de l'hôpital des hôpitaux de Saint-Maurice et des Murets. Donc on va attendre que David s'installe. Voilà. Je vais laisser la parole à Coralie Leroy, qui est la secrétaire générale du CGT du syndicat des hôpitaux de Saint-Maurice. Et au premier rang, vous avez... tu peux te lever, s'il te plaît, Gwenaëlle. Vous avez Gwenaëlle Gourdaine, qui est le secrétaire général du syndicat des Murets, puisque c'est un projet qui concerne l'AGHT, donc les deux hôpitaux qui vont fusionner au 1er janvier 2024. Et je vais demander à Jocelyne de se lever. Et Jocelyne est la représentante de la CGT au niveau national, de la commission nationale psy. Voilà, puisque la CGT s'est dotée d'une commission nationale. Rien que sur ce sujet. Voilà, je vais passer la parole à Coralie pour la présentation et le déroulé. Et quand toutes les présentations seront faites, on laissera la parole à la salle. Et Madame Pennec, vous aurez un temps. Quand l'ensemble des partis se seront exprimés, vous aurez un temps pour l'administration, ne vous inquiétez pas, mais on ne sait pas encore à quel moment. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. On vous remercie de votre présence. Cette réunion publique, elle a été organisée à la suite d'une réunion le 20 avril dernier, organisée par la direction avec un groupe d'experts en conseil scientifique où aucun agent ni représentant du personnel n'a été convié. Cette réunion publique, elle se concentre principalement autour de la psychiatrie, puisqu'une partie de ces locaux vont être cédés en partie. Donc la psychiatrie subit depuis quelques années de nombreuses attaques, dégradant les conditions d'accueil des patients, contribuant à la perte de sens au travail des agents qui vont fuir massivement le personnel. Aux HSM, par exemple, en l'espace de 6 mois, 2 unités de 19 lits ont fermé malgré une opposition forte des agents. D'ailleurs, Gaëlle interviendra tout à l'heure sur l'enquête réalisée par la CGT auprès des agents. Cette dégradation, elle entraîne des sorties de plus en plus précoces pour répondre à la demande d'hospitalisation qui ne faiblit pas. Régulièrement sont hébergés sur d'autres pôles des patients et ils sont réhospitalisés parce que sortis trop tôt, beaucoup trop tôt. On sait que ça ne va pas s'arranger avec le nouveau financement de la psychiatrie. La direction explique la fuite du personnel en partie par la vétusté des locaux. Nous tenons à souligner que cette vétusté est la responsabilité des tutelles qui ont sous-financé depuis des dizaines d'années la psychiatrie publique, empêchant de faire des investissements nécessaires. C'est pourquoi la direction et l'ARS font un projet d'ampleur, nous expliquant qu'il est essentiel pour exercer la psychiatrie du XXIe siècle de construire un nouveau bâtiment et ainsi de faire d'une pierre deux coups, en modifiant les organisations de travail dégradant les soins. La CGT est consciente que les conditions d'accueil des patients sont indignes et doivent être au cœur du projet. Aussi, la CGT exige la préservation de tous les effectifs, l'amélioration et la rénovation des locaux et que tous les acteurs soient partie prenante. Je vais laisser la parole à Florence, qui va présenter les valeurs fondamentales professionnelles de la psychiatrie publique. Ensuite, David présentera de façon plus détaillée le volet financier et ses conditions. Gaëlle, comme je vous ai dit tout à l'heure, présentera l'enquête que nous avons faite auprès des agents. Et Florence conclura la présentation. Et ensuite, on laissera la place au débat. Bonjour à tous. Florence L'Hôpital, c'est mon vrai nom. Je suis psychologue. Ne me demandez pas ce que je fais ici à vous parler de l'hôpital public. Je vais régler ça avec moi-même. Et merci d'être aussi nombreux. Le site Esquirol des hôpitaux de Saint-Maurice ne peut être dissocié de l'histoire de la psychiatrie et du traitement des maladies mentales au fil des siècles. Dans la continuité des travaux de Philippe Pinel, Jean-Étienne Esquirol pense l'édifice dans lequel nous nous situons pour permettre la mise en place du traitement moral. Le traitement moral, il postule qu'il reste une part rationnelle et logique chez l'aliéné,
à laquelle il s'agit de s'adresser. À l'époque, c'est révolutionnaire de considérer cela. Et l'architecture néoclassique qui nous entoure, on en a un petit aperçu à votre droite, en est un des instruments. Les lignes droites et géométriques ont pour but de favoriser cet appel à la raison. Un autre aspect du traitement passe par l'isolement des malades. Ce qu'on appelle alors asile, à bien entendre comme refuge, est conçu pour offrir, en dépit de l'enfermement, un point de vue constant vers le ciel et l'horizon, grâce à l'exposition au sud des bâtiments et des patios et à la construction à flanc de colline. De nouveau, on a un petit aperçu de cet espace vers le ciel. Aujourd'hui, malgré les demandes contradictoires de la société vis-à-vis de la psychiatrie, qui doit se montrer à la fois sécuritaire et hospitalière, les modalités tendent à évoluer, fort heureusement, vers plus de liberté et de confort pour les usagers, et vers une prise en compte toujours plus importante de leur point de vue et de leur perception des soins. La dimension d'isolement du traitement moral tend à disparaître, et les patios sont jugés par tous comme un élément de liberté et d'esthétique qui permettent de préserver un accès libre à l'extérieur et à la nature dont il est démontré aujourd'hui par de nombreuses études qu'elle-même est soignante. Et ces patios sont accessibles aux patients de jour comme de nuit. Les patients qui ont connu des sites plus modernes, entre guillemets, où ces espaces n'existent pas, sont les premiers à en témoigner. Dans l'établissement, comme Coralie le disait, il y a consensus autour de la question de la vétusté des locaux qui sont jugés par les patients, leurs familles et par les soignants comme insalubres et indignes. Mauvaise isolation, revêtement décrépit provoquent un choc à quiconque passe les murs pour la première fois. Mais au-delà de l'état des murs, il y a aussi consensus autour de l'importance de l'ambiance qui les imprègne, comme d'autres grands noms de la psychiatrie ont pu le décrire. Je pense bien sûr à Jean Houry. Mais avec le temps, asile et hospitalité sont devenus suspects. Il ne s'agirait pas de s'installer. À force de fermeture de lits, politiquement encouragés, puis subis par manque d'effectifs, on somme les services de réduire les entrées et de presser les sorties. Les patients dits chroniques ne sont plus soignés face au turnover des entrées, mais jugés indésirables parce qu'ils occupent un lit. Il va sans dire que ce sont les plus vulnérables. L'hôpital a bel et bien perdu sa fonction de refuge et son hospitalité. Il est jugé maltraitant. Et pour cause. Se concentre, cerné par les procédures et les contraintes administratives toujours plus importantes, du personnel infirmier et aide-soignant de moins en moins nombreux, en souffrance et en perte de sens, parmi des malades tout aussi en souffrance, dont l'état de plus en plus aigu aurait nécessité disponibilité, écoute et patience, devenus des denrées trop rares. La violence augmente. Et il faudrait pour cela justifier de l'inutilité de l'hôpital, le rendre responsable de maltraitance et d'infantilisation des sujets en soins, après avoir fait perdre aux soignants et aux patients, à tour de protocoles et de normes hygiénistes, toute capacité d'initiative et de souplesse, c'est un injuste procès. La période Covid a pourtant montré que la créativité et la volonté de s'impliquer de chacun étaient intactes. C'est d'ailleurs ce qui nous réunit aujourd'hui, cette volonté de retisser des liens, de recréer du collectif, pour ne plus subir individuellement des directives imposées d'en haut, mais agir ensemble pour l'avenir d'un bien commun, notre hôpital, aujourd'hui concerné par un projet immobilier dont David va vous parler. Bonjour à tous. Donc les hôpitaux de Saint-Maurice constituent avec le centre hospitalier des Murets ce qu'on appelle le groupement hospitalier 94 Nord. C'est un mot un petit peu barbare comme ça, mais c'est les nouvelles réglementations qui sont imposées à nous après les diverses réformes de la santé. Ce GHT 94 Nord fait aujourd'hui l'objet d'un projet immobilier initialement estimé à 230 millions d'euros et financé à près de 100 millions par l'Agence régionale de santé. Il comprend plusieurs opérations. Donc pour ce qui nous concerne, donc là on va se concentrer sur ce qui se passe aux hôpitaux de Saint-Maurice. Le projet comprend un nouveau bâtiment qui sera construit ici pour regrouper la rééducation adulte-enfant, la délocalisation de la logistique
et du self, des cuisines sur les murets, la construction d'une nouvelle crèche qui pourrait avoir lieu ici. Donc la crèche actuelle, vous en avez une là et une là. Donc c'est le regroupement des deux crèches ici, ce qui libérerait des espaces. Il y a aussi un projet, en fait, si on passe la rééducation adulte qui est là, sur le nouveau bâtiment ici, on peut développer ici. Le seul projet pour l'instant que l'on soutient à 200% dans ce projet immobilier, c'est à savoir le développement de la gériatrie, puisque on va créer 20 lits d'UGA, unité gériatrique aiguë, et 32 lits de SSRG. Ça, c'est le développement de la gériatrie publique. On veut, la CGT s'est toujours battue pour le développement de la santé publique. Donc oui, on veut de la gériatrie publique. Hein. Ceux qui vont en manif, ils connaissent le slogan. Le public, c'est magnifique. Orpea, c'est dégueulasse. Mais le sujet qui nous préoccupe, c'est ce qui va se passer pour la psychiatrie. La psychiatrie se situe ici. Donc on a pu faire une visite avec les élus de la partie haute, d'un service de la partie haute et d'un service de la partie basse. La partie haute, donc on a pu voir à quel point ces services sont dégradés et qui nécessitent des travaux. La partie haute, l'administration a décidé de la rénover pour y installer à l'avenir des services modernes, adaptés à la psychiatrie du XXIe siècle, en accord avec les décrets que l'on condamne parfois sur les façons dont ce qu'ils imposent, mais voilà. Et l'administration a décidé de se débarrasser de la partie basse. Initialement, il était prévu de le vendre, mais nous sommes un bâtiment classé au patrimoine national, donc ça ne peut pas être vendu, soit on vend tout, soit on vend rien. Donc l'astuce, c'est de scinder le bâtiment en deux parties et de louer en bail emphytéotique la partie basse. Donc, dans la partie qui sera louée, c'est-à-dire, donc c'est ici, hein, toute cette partie basse, sera installée des activités lucratives, du logement, là, des bureaux, du commerce, pépinière d'entreprise, ici, et un centre de formation au standing pour du séminariat d'entreprise, genre Château-Forme. C'est ce qui nous a été dit en instance. Alors Château-Forme, je ne sais pas si on a la diapo, mais voilà, Château-Forme, c'est ça. Hein, si vous allez sur leur page Google, ça fait rêver, ça c'est classe. C'est team building. Une parenthèse de quiétude, loin du tumulte, où travail et détente se marient harmonieusement dans un environnement privilégié pour des séminaires en résidentiel comme à la maison. Moi, j'ai failli rendre ma carte à la CGT. Hein. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon. Non, sérieusement, ce qui est problématique, c'est que ces services vont être, ces bâtiments vont être vidés de leurs services. Et pour reloger les services, il y aura un bâtiment qui va être construit sur un espace boisé classé de l'établissement, en face du pavillon Berthoumont. Je ne sais pas si tu as l'empreinte au sol. Ouais. Donc ça, c'est le... Excusez-moi. Donc ça, c'est le nouveau bâtiment qui sera construit. Donc là, on a le pavillon Berthoumont qui est le bâtiment de la direction actuellement. Tout ça, c'est l'espace boisé classé. Hein, c'est écrit là-bas. Et donc les deux bâtiments, ce serait un ici et un là, avec des toits terrasses, là, 4 toits terrasses ici. Donc c'est des bâtiments en 2 niveaux, rez-de-chaussée, premier étage. Et un seul espace collectif commun au milieu, voilà, de ces bâtiments. Donc ça sera un lieu de soins contraint, avec un bâtiment en haut, un bâtiment en bas, un bâtiment ici, et puis là, les grilles de la ferme thérapeutique. Donc on se retrouve sur un espace fermé, où on perd ce que vous avez pu voir lors de la visite, ces patios exposés plein sud, ouverts où le regard peut se perdre au loin. Alors il est vrai qu'un des objectifs affichés de l'administration lorsqu'elle a présenté le projet concernant les soins, c'était optimiser les flux par un recentrage du site. Alors oui, on voit bien que là, les flux, c'est recentré, tout est regroupé au même endroit, tout est concentré sur un même et seul lieu, mais c'est justement ce qui nous préoccupe, cette notion de concentration du soin en un seul et même lieu. Alors ces travaux vont avoir un coût, et c'est important d'en parler. L'administration estime que le coût de construction de ce bâtiment que vous voyez là sera de 34 millions d'euros, et la rénovation, donc versus la rénovation de la partie basse, ce qu'on voyait tout à l'heure à l'écran, ce serait 50 millions d'euros. Mais ça, ces estimations, c'était avant la flambée des prix du coût des matières premières. D'accord ? Donc,
parce qu'il faut savoir qu'une construction neuve, c'est 80% de plus de matières premières que la rénovation. Donc si le coût des matières premières augmente, la construction a un impact financier beaucoup plus important que la rénovation. On a pu étudier les tableaux, les 3 pages de tableaux de détail des travaux qui vont être faits, et on a pu comme ça constater que le coût du mètre carré d'un bâtiment construit, ce serait à peu près 6 000 €, alors que le coût de la rénovation du mètre carré, c'est 2 000 €. Donc vous voyez, on a un différentiel de x3, la rénovation versus la construction. Alors pour pouvoir financer l'ensemble du projet du groupement hospitalier 94 Nord, il est prévu de faire donc ce projet initialement estimé à 230 millions. Il est prévu de faire un emprunt auprès des banques privées, un emprunt à hauteur de 288 millions d'euros, parce qu'il n'y a pas que les constructions, il y a aussi les investissements à financer, les investissements de matériel, de mobilier, ça. Donc initialement, il était estimé que cet emprunt générerait 30 millions d'euros d'intérêt. Mais comme vous pouvez le voir, récemment, donc il y a l'article Hospimédia du 24 mars et l'article sur l'hôpital de Nantes qui explique qu'on est dans une période très compliquée où les taux d'intérêt augmentent fortement, le coût des matières premières augmente très fortement, et ça a un impact sur les plans d'investissement qui se cassent la figure et qui se retrouvent à l'arrêt. C'est le cas de l'hôpital de Nantes. On a estimé que l'augmentation du taux d'emprunt pour notre hôpital, pour notre GHT, je veux dire, créerait un surcoût de 50 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on passerait de 30 à 80 millions d'intérêts. Donc il faut savoir que l'argent de l'hôpital, tout le monde le sait, c'est les cotisations sociales. Donc ça serait 80 millions de cotisations sociales qui iraient sous forme d'intérêts dans la poche des banques privées. Cet emprunt va avoir des conséquences graves, ça va générer un endettement. Et quand un hôpital est endetté, malheureusement, on tape sur la masse salariale. Et nous avons estimé l'impact sur les emplois à moins 240 emplois pour le GHT sur les 14 années à venir. Comment on a estimé ça? Grâce aux chiffres que l'administration a bien voulu fournir dans les instances. Donc, vous voyez, la masse salariale, donc entre 2021 et 2022, elle augmente d'à peu près 10 millions. Ça, c'est l'effet Ségur, les augmentations de salaire dans le cas du Ségur suite aux mobilisations sociales. Et puis après, de 2022 jusqu'à 2036, on reste à 198 millions de masse salariale. C'est-à-dire qu'on stagne. Or, dans un autre document, l'administration nous dit que chaque année, en partant sur la base de 2022, chaque année, on aura un effet glissement vieillesse technicité annuel de plus 0,8% d'augmentation de la masse salariale. Donc si on applique 0,8% de plus par an pendant 14 ans, on devrait normalement finir ici la période avec 21 millions de masse salariale en plus. Alors l'administration appelle ça masse salariale, moi généralement je préfère appeler ça investissement. C'est pas une charge de personnel, c'est un investissement de personnel. Quand on paye le salaire des hospitaliers, c'est un investissement pour la santé. Donc la direction nous explique qu'un effort de réduction des dépenses relatives aux heures supplémentaires et à l'intérim est prévu à partir de 2023, effort rendu possible par le recrutement sur poste vacant, tout le monde sait bien qu'on recrute facilement à l'hôpital en ce moment, la refonte du capacitaire et les effectifs cibles adaptés aux nouvelles maquettes organisationnelles. Il faut savoir qu'en 2022, l'intérim et les heures supplémentaires représentaient 9 millions. Excusez-moi, c'est la période un peu technique là où il faut s'accrocher, mais c'est bientôt fini, c'est une dernière ligne droite. Donc les heures supplémentaires et l'intérim, c'était 9 millions sur le GHT en 2022. Donc si on fait 21 millions moins 9, puisqu'on fait disparaître l'intérim et les heures supplémentaires grâce au recrutement massif, eh bien, il reste quand même 12 millions de compression de la masse salariale inexpliquée. Le salaire moyen avec les cotisations sociales d'un hospitalier, c'est 50 000 euros par an. Donc 12 millions divisé par 50 000, on obtient le chiffre de 240 emplois sur la période supprimée. C'est des questions que nous avons posées à l'administration et sur lesquelles nous n'avons pas de réponse claire pour l'instant. Ce qui nous inquiète particulièrement, c'est que ces suppressions d'emplois, elles ne se feront pas à la maternité, elles ne se feront pas à la dialyse, elles ne se feront pas en SSR adultes, enfants, ni en SSR gériatrique, puisque le président de la CME nous a expliqué que pour pouvoir générer l'activité supplémentaire, les 20 lits du GA, les 32 lits de SSRG, il fallait à peu près 80 personnels supplémentaires, et ça c'est très bien et c'est super, on veut de l'emploi à l'hôpital public.
Donc du coup, il reste quoi pour économiser le personnel? La psychiatrie. Voilà. Et c'est ça qui nous inquiète particulièrement parce que dans les objectifs de l'administration, je rappelle qu'il y a la refonte du capacitaire et les effectifs cibles adaptés aux nouvelles maquettes organisationnelles. Et là, ça se couple avec le projet de fusion avec l'hôpital des Murets, où les maquettes organisationnelles et les effectifs cibles par service ne sont pas les mêmes que chez nous. Ils sont moins importants que chez nous. Donc si on fait une harmonisation, c'est harmonieux tout cela, eh ben, on craint fortement une suppression d'activité, une suppression de postes sur la psychiatrie. Donc, pour conclure un petit peu cette partie technique, il faut retenir que nos craintes, c'est que la dérive incontrôlée des dépenses d'investissement va avoir un effet sur le personnel, c'est-à-dire que ce projet va être financé sur le dos des agents. Je ne me suis pas présenté au début de mon intervention, mais il faut savoir que je travaille sur le centre de jour Adaman, qui est à l'écran actuellement. Et tous ceux qui auront pu l'apprécier, ce film, auront bien compris que pour faire du travail de qualité, il faut des équipes en nombre suffisant, parce que sur l'Adaman, oui, il y a une équipe constituée d'une vingtaine de personnes qui peut du coup aller sur l'ensemble des structures du pôle psychiatrie Paris-Centre. Et c'est ça qui est important. C'est quand on a beaucoup de personnel qu'on peut faire ce travail de qualité. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on pense, nous, qu'il faut, pour défendre les emplois, il faut diminuer, il faut réduire la voilure en termes d'investissement. Et réduire la voilure en termes d'investissement, c'est favoriser la rénovation par rapport à la construction d'un nouveau bâtiment. De plus, cela aura un impact extrêmement positif sur l'écologie, puisque si on construit ce nouveau bâtiment sur un espace boisé classé, nécessitant un minima l'abattage de 43 arbres pour qu'on estime 60-80 ans. Malheureusement, on n'a toujours pas le rapport phytosanitaire malgré nos multiples demandes auprès de l'administration, mais peut-être qu'après cette réunion, on pourra enfin l'avoir. Donc impact écologique, abattage des arbres, imperméabilisation des sols, surconsommation des matières premières. Donc vraiment la construction a tout de négatif dans ce projet. Face à toutes ces inquiétudes sur les suppressions d'effectifs, les mauvaises conditions de travail, la dérive budgétaire, l'impact écologique, on a voulu du coup, la CGT, faire une enquête auprès des agents dans les services pour recueillir le point de vue de chacun. Et donc c'est Gaëlle qui va vous présenter cette enquête. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gaëlle Ollière, je suis infirmière en psychiatrie. Je suis également membre de la CGT et secrétaire du CSE. Alors, en réponse au projet proposé par la direction, la CGT a souhaité entendre la parole des agents sur ce sujet. Nous avons récolté 90 questionnaires sur les secteurs de psychiatrie intra-hospitalière sur une période de 1 mois. Nous en avons tiré les grandes lignes, sachant que l'enquête n'est pas terminée. Ce qui est notable dans cette enquête, c'est que les effectifs soignants sont pour des unités à taille humaine, 15 à 20 lits maximum par unité pour la majorité d'entre eux. Aucun ne souhaite travailler dans des unités de 25 lits, comme il est préconisé par l'ARS dans leur nouvelle maquette organisationnelle. À propos du nombre de soignants dans les unités, encore une fois, on peut constater que 36 agents souhaiteraient que les unités soient composées au minimum de 4 soignants, donc IDE et aides-soignants par roulement. 21 demandent 5 soignants par roulement et 14 en demandent 6. Là encore, on remarque que le personnel désire une augmentation significative des effectifs pour pouvoir exercer en toute sécurité et dans la bientraitance en remettant du sens au travail. Ce qui ressort de la parole des agents, quand on daigne leur poser des questions, c'est que pour beaucoup, ils souhaitent que l'on favorise la qualité de vie au travail, qui passe principalement par l'augmentation des effectifs et la reconnaissance du travail accompli. La question du bien-être est une notion qui ressort de ces questionnaires. Et si on parle d'attractivité, on tient à signaler que dans les commentaires, beaucoup d'agents exigent une revalorisation salariale et une intégration des primes de risque, ainsi que des primes pour les équipes dédiées au renfort dans le salaire. Enfin, sur 90 questionnaires, 77 agents, soit 86% d'entre eux, estiment que la rénovation des locaux actuels avec les patios permettrait d'améliorer la qualité de l'accueil des patients, des soins et les conditions de travail des agents. Donc je vais de nouveau redonner le micro à Florence. Alors,
Le chantier qui s'annonce est à ce titre une magnifique promesse, celle de construire l'hôpital de demain. Quelle chance nous avons de pouvoir y participer. Nous avons le devoir d'être à la hauteur de son héritage, de faire l'état des lieux de sa riche évolution au cœur de l'histoire de notre pays et de celle de la discipline psychiatrique. Nous avons la chance d'être contemporains de nombreux penseurs, de bénéficier par exemple des travaux de la chaire de philosophie à l'hôpital. Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio nous disent, dans leur charte du Verstollen, ce qui ne peut être volé, lorsque l'on aménage un lieu, un paysage, lorsque l'on conçoit un service, un protocole, il faut s'occuper de ses habitants, de ses publics, de ses patients et médecins, de ses espèces végétales et animales, anciens, actuels, futurs. Cela semble une évidence, c'est surtout une nécessité. Alors, prenons nos responsabilités et prenons soin. Commençons par prendre soin de ce sol, sanctuarisé encore aujourd'hui dans ce qui s'appelle une zone boisée classée. Sur le site de l'hôpital national, le projet immobilier prévoit de construire un bâtiment neuf sur un sol qui abrite plusieurs dizaines d'arbres. En bonne santé ou malade, peu importe. Il constitue un écosystème. Car nul n'ignore, surtout à l'hôpital, que la maladie et la mort font partie de la vie, que la mort des arbres perpétue la vie du sol. Le remplacement de ces arbres presque centenaires par un substrat de 20 cm et quelques jeunes essences fragiles et gourmandes en eau ne viendront jamais compenser la perte de ce que nous aurons infligé à cet écosystème. Et détruire un écosystème, cela porte aujourd'hui un nom, celui d'écocide. Qu'est-ce qui pourrait venir justifier ce sacrifice ? Comment, en 2023, pourrions-nous prendre cette responsabilité ? Parce que nous serions dans l'obligation de céder une partie du parc immobilier à des fonds privés, mais d'où vient cette obligation ? 2023, cela pourrait marquer un nouveau virage, où le bien commun serait placé comme une valeur supplantant tous les autres intérêts. L'intérêt de l'hôpital se situe-t-il dans l'allocation d'un site classé au patrimoine national à un prix d'appel de 86 centimes du mètre carré ? L'intérêt collectif trouve-t-il son compte dans les activités lucratives d'universités de luxe ou de pépinières d'entreprises qui profiteraient d'un site remarquable dont la population se verrait privée ? Pourquoi construire un bâtiment neuf si les locaux existent ? Et si des locaux sont vides, c'est l'opportunité de définir et d'interroger l'intérêt général, à commencer par celui du site. L'histoire des hôpitaux de Saint-Maurice est pourtant intimement liée à l'intérêt général. Blessés de guerre, ouvriers et les malades les plus pauvres y sont accueillis depuis le XVIIe siècle. Oui, le monde a changé et il doit continuer à évoluer et vite. Comme le disent Cynthia Fleury et Antoine Fenoglio, les activités hypercapitalistiques humaines effacent les traces du vivant, font disparaître des écosystèmes entiers. N'est-il pas temps de changer de paradigme ? Pourquoi poursuivre dans le réflexe des hôpitaux parisiens ? N'y a-t-il pas des alternatives éthiquement acceptables ? Car non, l'argent ne tombe pas du ciel. Ni la participation de l'ARS, ni un loyer dérisoire, ni un emprunt aux banques ne tombent du ciel. En revanche, les seuls intérêts que nous pouvons cerner sont ceux perçus par les banques, et ils se paieront par la suppression de plusieurs centaines de postes. Il semble que nous ne sachions pas encore faire autrement dans la France de 2023. Mais ne pourrions-nous pas ouvrir d'autres voies, comme Esquirol l'a fait en son temps, en dessinant ce qui est devenu ensuite le prototype des bâtiments de soins psychiatriques à l'international ? Pensons-nous vraiment pouvoir améliorer la qualité de l'accueil dans des murs neufs, sur un sol mort, en ayant réduit des effectifs déjà exsangues ? Est-ce cela la psychiatrie hospitalière que nous souhaitons pour demain ? Alors oui, il va falloir trouver de l'argent. Le virage climatique et la disparition dramatique des biodiversités sont en marche. Voulons-nous faire partie de ceux qui continuent à faire comme si de rien n'était ? Nous avons le devoir d'essayer, à commencer par trouver d'autres moyens de financer l'avenir de notre service public. Nous devons même y arriver, nous appuyer sur des associations aux besoins complémentaires des nôtres, du médico-social par exemple.
Ne peut-on pas solliciter des fonds via des organismes ou des fondations impliquées dans la transition qui s'imposent à nous, comme la holding Time for the Planet, des banques éthiques comme la NEF, la Banque des Territoires? Ce n'est pas mon métier, mais en faisant quelques recherches, on a des pistes. Des modèles économiques vertueux, où chaque centime est pensé comme devant être versé au bien commun. Et si ce n'est pas possible, continuons à chercher, à penser. Les vieux réflexes ne font qu'alimenter l'absurdité de notre modèle économique. Ils doivent laisser place aux initiatives du futur, celles du cercle vertueux. Il est difficile de penser que les choses peuvent changer, avant que quelques-uns se mettent à y croire et prouvent le contraire. Et je crois que nous sommes nombreux aujourd'hui, complémentaires. Rappelons-nous ce que les crises sont capables de solliciter en termes de créativité et de réflexion collective. Alors donnons-nous le temps de penser et construire avec toutes les parties prenantes, à commencer par les patients et leurs familles, l'hôpital de demain. Un hôpital où asile et national reprendraient leurs lettres de noblesse. On va laisser la parole à la salle. Vous noterez qu'il n'y a pas une opposition sur le projet pour être une opposition. Il y a une opposition parce qu'il y a des choses qui n'aboutissent pas ou des discussions qui n'aboutissent pas et que l'ensemble des acteurs, aujourd'hui, ne prennent pas la mesure de ce qui se passe. Il y a eu une réunion le 20 avril dans laquelle la CGT s'est imposée et a dit qu'elle allait organiser une réunion publique et on a invité la direction. Pourquoi on fait une réunion publique ? D'abord parce qu'il y a besoin de mesurer les enjeux politiques. Parce que la transformation d'un hôpital qui fait, excusez-moi du peu, 1/3 de la ville de Saint-Maurice, c'est pas rien. C'est pas rien. Que ce soit pour les habitants, que ce soit pour les hospitaliers. C'est un lieu où effectivement il y a des déambulations publiques. Aujourd'hui, c'est un lieu de promenade, c'est un lieu pour les patients, c'est un hôpital ouvert sur la ville. C'est essentiel dans la conception de l'hôpital public et de la santé publique dans notre pays. Ce n'est pas des petits mots, ce n'est pas des petites choses qu'on ne peut pas prendre en compte. La CGT, elle est inquiète. Elle est inquiète et elle a raison de l'être. Elle n'est pas opposée à discuter avec la direction, mais il faut que ça se fasse avec de la sincérité et sur pièce, et que l'ensemble des parties soient entendues. Donc on va laisser la place, et c'est pour ça que cette réunion a été organisée. C'est parce que si nous l'avons fait, et on l'a fait en conscience, et c'est pour ça qu'on est transparent et qu'on vous a invité, on l'a fait en conscience, c'est parce qu'on a besoin aussi de comprendre ce que tout le monde attend de cette transformation et de ce projet. Moi, j'ai lu le projet, j'ai lu le dossier de presse que la direction a publié, et y compris, je l'ai trouvé audacieux en termes de gériatrie. D'abord parce que je suis issue de la gériatrie, donc voilà. Moi-même, étant issue de la gériatrie, je suis très contente d'avoir de la gériatrie publique et de haut niveau qui s'implante en Val-de-Marne. Pour autant, je m'inquiète sur l'état général de la psychiatrie en France, mais particulièrement sur notre département, puisqu'il y a eu d'autres fermetures de lits de psychiatrie dans le département. Et ça, c'est inquiétant. Et c'est inquiétant pour les patients, c'est inquiétant pour les usagers, et c'est inquiétant tout court. Donc voilà, il y a besoin qu'on réfléchisse ensemble à une alternative à ce projet qui prenne en compte l'ensemble des inquiétudes des professionnels de santé. Ça, c'est essentiel. Il faut que les professionnels de santé puissent penser leur travail demain et retrouver du sens. On a eu trop de départs avec la crise Covid. Quand vous avez 180 000 professionnels qui quittent la profession au niveau national, c'est inquiétant. C'est des choses sur lesquelles les directions ont une responsabilité particulière. Donc voilà, il y a vraiment... et on attend des pouvoirs publics, mais aussi des politiques, du soutien, mais aussi leur expertise. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui peuvent se discuter, se négocier. Mais c'est dans cet état d'esprit-là qu'a été faite cette réunion. On ne voulait pas la guerre et on ne la cherche pas. Mais voilà, c'est essentiel
qu'on remette du dialogue et du sens sur ce projet qui peut être parfois incompris. Hein. Regardez, 3 millions dans la rue le 1er mai parce qu'on n'a pas compris la réforme des retraites. Non mais, je dis ça, je dis rien, mais quand même. Donc parfois la pédagogie, ça aide. Voilà. Donc je vais laisser la parole à la salle. Alors je ne connais pas tout le monde, donc je vais vous donner la parole au fur et à mesure. Je vais repérer celui-là pour laisser... c'est David qui va vous le distribuer. Donc qui veut prendre la parole? Donc il y a déjà Eveda, donc je connais le prénom. Eveda, elle est au bout. Il y aura Jocelyne. Bonjour, je m'appelle Eveda Palette. Je suis une ancienne infirmière psy à l'hôpital Paul Guiraud et je vous parle depuis un endroit où justement la moitié de l'hôpital a été vendue à des promoteurs et cet hôpital est aujourd'hui dans un état tragique parce qu'à partir de là, et pourquoi ils ont vendu la moitié, et je pense que c'est pareil à Esquirol, c'est l'histoire de la capacité de financement des hôpitaux. Comme l'État ne donne plus l'argent dont les hôpitaux auraient besoin et que les budgets sont toutes les années en dessous des besoins, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent aux hôpitaux de trouver des fonds propres. Et comment ils trouvent des fonds propres? En vendant l'hôpital. À Paul Guiraud aussi, il y avait un très beau parc avec des arbres centenaires et tout ce qu'on veut. Moi, je pense que, d'accord, on ne veut pas la guerre, mais on veut quand même, on veut se battre et on veut une opposition à ce projet qui soit claire. Parce qu'il faut déjà poser, à mon avis, la question de non à la fermeture de lits, non à la suppression de services. Et au contraire, on a besoin de plus de personnel, on a besoin de plus de lieux alternatifs, etc., etc. Or, aujourd'hui, la direction que prennent dans tous les hôpitaux, c'est le regroupement à travers les GHT, c'est les pôles qui regroupent maintenant plusieurs services, etc. On connaît le contexte quand même. On connaît tous dans quelles conditions vous travaillez aujourd'hui. Donc, moi, je trouve ça un peu trop doux, excusez-moi, la manière d'aborder les choses. Je pense qu'il faut quand même s'y opposer frontalement, même s'il y a ce projet de gériatrie dont vous reconnaissez l'utilité. Mais je pense que ce qui fait gagner, en général, c'est le rapport de force. Parce que les tables rondes, les groupes de travail, on sait souvent à quoi ça aboutit. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent et ils vont dire on les a concertés, on a discuté avec eux, on a pris l'opinion de tout le monde, mais au final, ils feront ce qu'ils voudront. Donc je pense que c'est important de dire non à ce projet et peut-être oui à la gériatrie, ok, mais non à tout ce qui est à donner au privé. Enfin, je pense que c'est important que le combat il commence sur une base claire. Dans la bataille sur les retraites, ce qui nous a aidés, c'est qu'il y avait un projet clair de toutes les organisations, c'était le retrait. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas s'embarquer dans un truc un peu smouleux et qui laisse... Excusez-moi, je retire ce mot. Mais disons, moi j'ai peur toujours quand on commence à dire on veut un autre projet, parce qu'aujourd'hui le projet c'est le grand mot partout, même pour travailler, même pour faire un gâteau dans une institution, maintenant il faut faire des projets. Donc faudrait peut-être se méfier de ce terme. Voilà, merci. Merci. Je prends la parole assez tôt parce que je repars à Bordeaux après, donc je ne tiens pas à rater mon TGV. Voilà, donc moi je suis représentante de la Commission nationale psy de la CGT. Donc je suis en lien, pour vous dire, avec tous les hôpitaux psy de France, le mien étant celui de Cadillac en Gironde. Et je suis infirmière. Quand j'entends les mots qui sont employés, j'entends tous les mots qu'on entend sur tous les hôpitaux de psychiatrie aujourd'hui. Donc moi je suis très contente d'être ici parce que vous pouvez être très inquiet sur ce projet, très très inquiet. Parce qu'effectivement, au-delà du projet, il y a 2 décrets qui sont sortis sur la psychiatrie. Et je pense que les politiques devraient bien nous écouter parce qu'ils contiennent des choses extrêmement graves. Le premier projet sur les effectifs, le premier décret. Pourquoi aujourd'hui on nous parle de remaquettage? Parce que ce décret, il prévoit que sera possible 1 infirmier par unité. Au moins, d'accord? Alors, une unité, on n'a pas défini le nombre de patients dans l'unité. Il peut y en avoir 18, il peut y en avoir 50. Le décret de septembre 2022 autorise ça. Ça veut dire que demain, quand on parle d'effectifs, là on dit oui, on veut 3, 4, 5, 6. Oui, moi aussi. Mais le décret, il prévoit 1. Le deuxième décret, c'est sur nos locaux. Et les locaux de psychiatrie, on les a laissés se dégrader, comme ici, où on a de très beaux bâtiments extérieurs, des parcs extraordinaires dans tous les hôpitaux psy, et des intérieurs indignes des patients.
et indigne des soignants. Et au passage, ce n'est pas pour ça que les soignants s'en vont. Ce décret, il prévoit, non, c'est pas pour ça, monsieur, que les soignants s'en vont, je vous le promets, c'est parce qu'ils sont maltraités. Le décret prévoit qu'à partir du 1er juin 2022, il s'applique. Dans 2 ans, tous les locaux doivent être aux normes. Quand vous connaissez le temps qu'il faut pour faire un projet dans l'hôpital public, les seuls qui auront des locaux neufs dans 2 ans seront les cliniques privées. Clairement, vous pouvez vous préparer à ce qu'il y ait des cliniques privées qui se développent sur votre territoire. Ben oui, il va y en avoir encore plus. C'est-à-dire que voilà, ce projet-là, il s'inscrit aussi dans une vision globale de la psychiatrie en France, et que je pense qu'on peut être extrêmement inquiet parce qu'on sait ce que sont les promesses en plus des ARS, et que je crois que les locaux, ils sont magnifiques, il faut les rénover, parce que les nouveaux locaux qu'on fait en psychiatrie, ils n'ont pas d'âme. Ils n'ont clairement pas d'âme. C'est des carrés, des toits plats qui s'inondent dès qu'il pleuve, voilà. Et donc je pense que là, on a un lieu magnifique, on a des arbres magnifiques. La lutte, même si effectivement, oui, on a besoin d'aménagement dans nos locaux, mais ces hôpitaux-là, ils sont vivants. Si vous détruisez des hôpitaux psy comme ceux qu'on a, vous détruisez le soin. Bonjour, je me présente, Jean-Marie Blaté. Je suis président d'honneur de l'association Île-de-France France-Rennes, les dialysés, les transplantés rénaux. Et au niveau des hôpitaux de Saint-Maurice, je suis président de la CDU, Commission des usagers, et également membre du conseil de surveillance. Et j'ai été membre du conseil de surveillance avant la fusion de l'hôpital national avec Esquirol. Je connais malheureusement, à cause de la maladie de mon épouse, les hôpitaux de Saint-Maurice depuis 1980. Elle est passée en dialyse. Bon, mais maintenant, je vais parler du projet. En tant que représentant des usagers, je ne suis pas spécialiste de la psy. Je laisserai la parole à mes 2 collègues s'ils veulent la prendre tout à l'heure, compléter mes dires. Mais au niveau du conseil de surveillance, je défendrai toujours qui est toujours le même nombre de lits. Oui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous ne répondons pas aux besoins. Vous pouvez lire dans toutes les presses, tous les journaux de droite, de gauche, du centre, de n'importe quel, et les revues, Le Point, n'importe où, les besoins explosent depuis le Covid. Bon, et en pédopsychiatrique, c'est encore plus alarmant. Alors là-dessus, pour la psy, il faut aucune fermeture de lit. Et même pour l'autre projet, je dirais SSR enfants ou la gériatrie, moi, et pour les lits qui seront fermés, qui viendront des murets ici, puisqu'il y a un service qui va venir, pour n'importe quelle chose, aucune fermeture de lit. Et je l'ai dit lors des vœux dans cette même salle, j'ai raccompagné M. Véchard, le directeur territorial de l'ARS du Val-de-Marne, et je lui ai donné mon point de vue. Je lui ai dit que bon, mais j'étais contre la fermeture de lit parce qu'on ne répond pas aux besoins. Alors, nous, pourquoi? Bon, mais ça a été dit qu'en dialyse, il y avait des décrets qui fixaient les normes d'infirmières ou de personnel par poste, par nombre de dialysés. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a 30 ans, on était considérés en tant que patients comme des représentants des syndicaux de patients. Alors, pour vous dire, et c'est nous qui avons imposé au ministère, en faisant des livres blancs, l'ouverture des 2 décrets. Or, par contre, sur le plan du financement, bon, mais moi, j'ai rien à dire. Ce que je souhaite, c'est que le ministère donne un peu plus d'argent qui tienne compte de l'inflation. Bon, mais ça, c'est des 100 millions qu'on passe peut-être à 120 ou 130 à la fin. Bon, mais pour tenir compte de l'inflation. Mais alors, par contre, je suis contre la fermeture des lits parce que depuis quelques 4 ans, en psy, il y a eu la fermeture de lits par manque d'infirmières ou suite à la visite de l'expert, mais excusez-moi, je ne sais pas, le contrôleur général du lieu de privation de liberté, excusez-moi, je ne suis pas un expert de tous les termes techniques. Alors, pour moi, c'est une chose très importante. On ne répond pas aux besoins.
disons, de la population générale. Or, vous avez parlé des effectifs. Eh bien, nous aussi, on est pour qu'il y ait tous les effectifs. Est-ce que vous pourriez oui, j'arrête. Non, mais il faut qu'il y ait des effectifs, du personnel, parce que s'il n'y a pas d'effectifs, il n'y a pas qualité des soins. Pour moi, ça va de pair. Et alors, je suis pessimiste, je m'adresse à la région. Il faut que la région, parce que encore ces jours-ci, j'ai lu, il y a 20% des élèves infirmiers qui démissionnent lors de leur première année d'étudiants. Alors il faut que, je dirais qu'au niveau de la région Île-de-France, on arrive à créer peut-être 40 à 50% de places supplémentaires pour faire face, je dirais, dans quelques années à ce trou. Bon, mais je laisse la parole à d'autres personnes. Moi, je suis infirmière, Julia. Je suis infirmière au pôle Paris-Centre sur l'Adamant et sur l'unité Averroès. En fait, je partage complètement tout ce qui a été dit. Je pense qu'il faut vraiment s'opposer à ce projet. On ne peut pas du tout se permettre une fermeture de lits. On sait très bien qu'avec ce projet, il y aura des fermetures de lits, il y aura des suppressions de personnel. Aujourd'hui, pourquoi les soignants ils fuient ? C'est effectivement, c'est la crise, c'est le résultat de la dégradation des soins depuis très longtemps. Mais c'est certainement pas la vétusté, hein. C'est quand même aberrant qu'on nous dise ça. Vraiment, je voulais aussi appuyer ce qui vient d'être dit, c'est que en fait, c'est non seulement il faut surtout pas supprimer de lits, mais c'est qu'il en faudrait beaucoup plus. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe depuis des années ? C'est qu'il y a une augmentation des demandes de soins. Une augmentation des demandes de soins et une augmentation aussi des hospitalisations sous contrainte. Or, on sait très bien qu'en psychiatrie, on a cette particularité-là. Quand il y a des hospitalisations sous contrainte, les personnes, elles vont à l'hôpital public. C'est une obligation. On se retrouve, et moi je le vois, je le vis au quotidien, on se retrouve avec des patients qu'on ne peut plus accueillir dans les unités, qui vont dans des unités où il y a des soignants qui ne les connaissent pas, et elles vont même des fois dans d'autres hôpitaux. Ça, c'est juste pas possible. Et c'est en plus de ça, non seulement c'est complètement inhumain, mais en plus de ça, ça va ne faire qu'amplifier le problème, amplifier les hospitalisations. Et voilà. Donc là, c'est vraiment dramatique ce qui nous attend avec ce projet. Merci Julia. Madame Leroy rigole parce que... non, ça ne fait pas rire, Madame Pénègre. Si, un petit peu, parce que tout à l'heure, je sais sur le gars. Mais c'est pas grave, ça c'est entre nous, une private joke. Mais il y a des éléments qu'il faut quand même rectifier. Je vais vous rassurer, il n'y a pas de disparition de lits en psychiatrie dans ce projet. Vous avez dit, il est ambitieux. Il est ambitieux pour toute la partie, pour le SSR, pour la gériatrie et pour la psychiatrie. C'est pas vrai du tout. Attends, vous pouvez pas dire ça. Vous générez, vous êtes dans la projection, vous générez quelque chose d'extrêmement anxiogène. Bon. Donc, au total, si je suis très franche, voilà, Esquirol, la psychiatrie, ça fera moins de lits, effectivement. Meilleur à l'arrivée, moins de lits. Mais c'est une volonté. Et attention, c'est moins de lits. Pour l'instant, je les empêche. Pour l'instant, non, parce qu'un pôle, très avancé dans sa démarche de virage ambulatoire, d'aller vers, un pôle me demande, et encore en cours, de fermer moins 8 lits. Ça fait 2 étés que je vais le refuser. Ils ont la réponse, je n'ai pas encore fait. Ça fait 2 étés. Pourquoi je refuse ? Parce qu'actuellement, aux urgences de Rimondor, en permanence, il y a des gens qui restent des heures et des heures attachés. On a des séances, des réunions d'urgence, et nous, Saint-Maurice, nous sommes le premier hôpital de toute la région Île-de-France dans l'accueil des patients extérieurs à nos secteurs. Il faut le dire, quoi. Il faut le dire. C'est important, c'est un effort de toutes nos équipes. Nous, on est là pour faire la solidarité régionale. Je ne peux pas vous faire entendre des discours qui sont très généraux. Vous appliquez des choses nationales à un contexte de notre local. Venez, connaissez nos chiffres. Donc, je me permets de les dire. Si nous sommes le premier établissement, plus que le GHU, Neuroparipsciences, plus que d'autres établissements. Ils sont bien contents de nous trouver pour pouvoir faire cette solidarité. Et nous la faisons, et nous la ferons cet été encore. Et donc, nous ne fermerons pas de lits, ou le moins possible, sauf s'il y a des contraintes effectivement personnelles. Donc, en tout cas, dans le projet, il n'y a aucune fermeture de lits sur la psychiatrie. Je le redis, il faut le redire, vous ne pouvez pas laisser diffuser des informations comme ça. Il y a l'arrivée de 2 secteurs.
il y a l'arrivée de 2 secteurs sur place en plus. Un secteur des Murets, de l'autre hôpital que je dirige, à la Queue-en-Brie, qui dessert les patients de Vincennes et de Fontenay-sous-Bois. Depuis donc les années 60, les familles, les patients vont à Fontenay, quand ils sont hospitalisés à Vincennes, ils vont, lorsqu'il y a un parcours intra-hospitalier, ils vont à la Queue-en-Brie. Ça paraît quand même un peu, voilà, on peut peut-être adapter, moderniser, rapprocher les gens. Voilà, c'est juste c'est juste l'idée qui nous a traversé, c'était de rapprocher les patients du G01, donc Vincennes, Fontenay-sous-Bois, qui puissent être ici au Esquirol. Ouais, ça ne nous semble pas tout à fait incohérent, ce projet-là. Deuxième rapprochement, c'est la SM13, l'Association de santé mentale du 13e arrondissement. Depuis également quarantaine d'années, c'est la psychiatrie, vous savez, des années 50-60, où on mettait des établissements psychiatriques en grande banlieue. C'est après la période asilaire. Et donc, la SM13, c'est à Soisy-sur-Seine. Ils sont du 13e arrondissement. Ils sont à Soisy-sur-Seine pour une partie de leur lit. Ils nous ont demandé, pour 30 lits, de les accueillir. Nous avons dit, évidemment, oui. Ils n'arrivaient pas à trouver, probablement sur la pression immobilière parisienne, de lieux dans Paris 13e. Ils ont déjà des structures dans Paris 13e, ils ne pouvaient pas plus. Donc voilà, ce projet permet des améliorations, des rapprochements de la qualité de vie pour les patients et leurs familles. Madame Pennec, alors, non mais parce que ça, c'est trop contre-vérité, oui, c'était trop fort pour moi. Non, mais ensuite, Madame Pennec, vous pourrez intervenir, mais il y a des personnes dans la salle, et notamment des professionnels qui voudraient intervenir et des élus. Donc je suis obligée de réguler. Juste, les scénarios, le CNIS. On est encore à l'étude, c'est le passage de la réunion du 20 avril, c'est le CNIS, le Conseil national d'investissement en santé. Nous avons présenté les trois projets. Statu quo, on fait juste des réhabilitations à minima. Scénario 1, celui que vous préconisez, c'est-à-dire la réhabilitation totale d'Esquirol, le bâtiment neuf pour le SSR et l'extension pour la gériatrie pour créer une filière de gériatrie. Il y a ce scénario. Et il y a le scénario 2 que j'avoue être préféré, qui est celui d'un mix réhabilitation et bâtiment neuf. Juste, parce que les chiffres, comme vous m'avez éteint l'ordinateur, c'est pour ça que je rigolais tout à l'heure, je ne vais pas montrer mes chiffres, mais ce n'est pas grave, on va le faire comme ça. Ce fameux scénario de toute réhabilitation, il est TTC, TDC, alors avant l'Ukraine, avant l'inflation, je suis d'accord, et ça sera rediscuté avec le CNIS, 256 millions. Voilà, et sur Esquirol proprement dit, si je prends la décomposition sur donc tout Esquirol, c'est 76 millions, 9 ans de travaux. Le scénario préféré d'un mix est donc à 246 millions, c'est ça, au total, 240 millions au total, et sur Esquirol proprement dit, mix réhabilitation bâtiment neuf, 57 millions. Voilà, c'est moins cher, et c'est 4 ans et demi. Bon, voilà, c'est ça. La valorisation patrimoniale, vous avez mis la valorisation foncière. La valorisation foncière, et en plus quand même, hein, dans le haut d'Esquirol, qu'on garderait en réhabilitation, on ne peut pas mentir, on est bloqué par, comme on est monument historique, 7,50 m, on optimisera au mieux, c'est parce qu'il y a eu déjà des extensions qui ont été faites avant le classement monument historique, mais on sera quand même toujours très contraint. Il faut l'avoir en tête, mais on plaide sur ce scénario-là parce que les vertus des patios, comme tout ce que vous avez dit, on y souscrit. La valorisation patrimoniale, vous avez moqué le chiffre de 0,86 centimes que vous donnez, c'est-à-dire la valorisation sur la partie que l'on libérerait, que l'on louerait en bail amphithéotique. OK, 13,5 millions. Mais économie d'énergie, aujourd'hui en maintenance et entretien, Esquirol, cette partie-là, valorisée, hein, qui serait louée en bail amphithéotique, économie, j'ai chiffré, c'est moins 36 millions sur 50 ans. L'énergie eau chauffage que nous mettons sur ces locaux, qui sont actuellement extrêmement... on chauffe la ville quand on met en chauffe l'hôpital. Énergie eau chauffage, c'est moins 22 millions sur 50 ans d'économie. Voilà. Trouver des projets avec des structures sociales, nous l'avons fait. Nous l'avons fait avec la Croix-Rouge. Mais c'est un gain recette. Parce qu'à ce moment-là, on prête des locaux, ils les investissent. C'est vrai qu'ils les entretiennent à l'intérieur, mais ils n'entretiennent pas l'extérieur. Au mieux, on gagne 80 000 € par an, par structure, comme ça. Alors, imaginons qu'on en fasse 4. J'ai fait un chiffrage, et sur 50 ans, au mieux, on peut espérer 16 ou 17 millions de recettes. Ah, okay, c'est bien, peut-être, mais 16 ou 17 millions, ça ne fait pas toute le...
Voilà. Et surtout, il faut trouver les structures qui veuillent bien, parce que moi, ça fait des années que je présente certains locaux, je ne sais pas si vous les avez visités, ceux qui sont complètement un peu laissés à l'abandon, hein, qui sont quand même tout le premier étage du bas d'Esquirol. Quand je les propose, même au plan grand froid, ils n'en veulent pas. Ils disent que c'est trop cher à réhabiliter. C'est un monument historique, c'est quand même très cher, il y a des contraintes. À chaque fois, il faut passer avec un architecte bâtiment de France. C'est un savoir et tout le monde ne l'a pas. Madame Pérec, Voilà, s'il bon, vous alors plaît. c'était ce que je voulais dire quand même d'important. Dans le dire que ce projet est quand même commun, travailler dans des groupes de travail, il y a des usagers, il y a des professionnels, vous le savez, vous y êtes, je crois, un certain nombre dedans, dans ces groupes-là. Donc c'est un projet déjà collectif, d'énergie, d'intelligence collective, comme on dit aujourd'hui. Donc c'est travailler. Il n'est pas fini, les scénarios ne sont pas élaborés, ne sont pas déterminés. Ce n'est pas moi, ce sera le CNIS qui donnera son avis sur ces 3 scénarios. Donc il y a celui que vous préconisez, mais avec ses avantages et ses inconvénients. Il y a celui que nous préférons, avec ses avantages et ses inconvénients, puisque le CNIS aura son avis. Ils nous proposeront peut-être un 3e leur scénario, et nous verrons à ce moment-là. Voilà. Pour ce qui est aussi, si les espaces boisés classés, les 43 arbres, vous avez oublié de dire, qui seront compensés totalement, et même plus 15%, on mettra 53 arbres. C'est le début de la réflexion. Si. Parce qu'actuellement, l'espace boisé classé sera compensé. Ce sera les questions. Je pense que je répondrai dans le cadre des questions. Voilà, je vous rendez le micro à David. Par contre, s'il vous plaît, à David. Merci. Par contre, je pense que l'hôpital public n'a pas vocation à faire de l'argent. Voilà. Ce n'est pas, je vous le dis, c'est philosophique pour nous, on n'a pas vocation à faire de l'argent. Pascal Saouleli, je suis sénateur du Val-de-Marne, membre du groupe communiste républicain, écologiste et citoyen. J'ai beaucoup d'intérêt sur la réunion qui se tient, mais je ne suis pas, c'est pas mon métier d'origine, donc ne me demandez pas d'être un expert, un technicien, mais je vais vous dire ce que je ressens. On a une situation où on doit avoir un projet qui donne une ambition à la psychiatrie. C'est ça, moi, qui retiens. Pourquoi je vous dis ça ? Et on a un autre débat sur la question des coûts aussi. Ça, va falloir qu'on en débatte. Si on prend que les aspects des coûts financiers à court terme, à moyen terme, avec des éléments de rentabilité, ou alors est-ce qu'on voit la société comme coût et comme investissement ? Pourquoi je dis ça ? Parce que, en gros, on a une conception là de ce projet où il y a des points positifs. Il ne faut quand même pas non plus sur gériatrie. Moi, je suis élu à Ivry, je suis de Charlefoix. Donc, vous voyez, gériatrie, gérontologie, moi, dès que je vois qu'il y a une réponse positive, une dynamique dans ce domaine, je prends. Donc, actons ça. Mais après, je ne vois pas de projet ambitieux pour la psychiatrie. Je vous le dis en toute objectivité. Et là, on a un problème. Avec Laurence Cohen, vous voyez, quand on visite, on passe des heures à la prison de Fresnes à 2 reprises, et que le personnel qu'encadre, le personnel médical qui est dans une situation inextricable dans la prison de Fresnes, très peu nombreux, etc., mais nous disent qu'il y a beaucoup de détenus qui ne relèvent pas d'être dans un milieu carcéral, mais qui relèvent d'un accompagnement psychiatrique. Et je ne vous raconte pas quand ils vont sortir. Ce qui peut arriver, parlons, sans être anxiogène, sans être... Voilà. Mais là, il y a un problème de lieu. Donc moi, je pense qu'il faut avoir un projet sur la psychiatrie avec une vision à long terme aussi. Et c'est là qu'on a un débat de société. Il y a un moment, il faut faire des choix. C'est-à-dire que quand on investit dans la psychiatrie, on investit sur le bien-vivre. Et puis on assume ce qu'on est, la société. Oui, il y a des gens qui ont des troubles mentaux. Oui, il faut le mettre sur la place publique. Oui, il faut les accompagner. Oui, il faut faire reculer les stigmates. Oui, il faut empêcher les rechutes, etc. Parce que ça, c'est l'intérêt de toute la société. Donc, vous voyez, il faut qu'on ait un débat de société et après, évidemment, avec des éléments très concrets, pratiques de l'aménagement du territoire, avec ce qu'est l'histoire de ce site ici. Et moi, je vous avoue, franchement, il faut continuer à voir cette réunion comme un élément d'alerte qui s'invite dans le débat démocratique indispensable pour un projet. Il n'y a pas de projet si on ne se l'approprie pas. Moi, je m'excuse. Et après, sur la question des coûts, moi, je dis ça se discute. On a un problème. Tout ce qui est d'ordre du public, il y a les mêmes taux que pour des opérations privées. Donc, il va bien falloir que les parlementaires et d'autres, on se batte, par exemple, pour des taux zéro, voire des taux négatifs d'emprunt, quand on fait une réponse publique, qu'après, on prête, évidemment, sur des investissements privés, des pépinières d'entreprise, je ne sais quelle réalisation, etc., pas de problème. Mais quand on fait une école, quand on fait une crèche, quand on fait un hôpital public, quand on fait du commun,
il faut qu'on arrive à obtenir, et ça c'est une question qui nous est posée dans l'alternative, c'est d'avoir des taux zéro, mais des taux négatifs. Il faut savoir que ces dernières années, je suis à la commission des finances au Sénat, le gouvernement a eu pendant 4 exercices, une partie de son emprunt à taux négatif. Et quand vous avez un emprunt à taux négatif, vous ne savez pas ce que c'est, moi aussi je ne l'ai pas vécu personnellement, et vous n'y avez pas eu droit non plus. Mais vous faites un matelas de recettes. Eh oui, parce que votre argent, il tourne. Et donc, ça fait des recettes supplémentaires. Donc voilà, donc moi, je pense qu'il faut se donner des lignes de conduite. Il y en a plusieurs qui ont été là. Il faut être ferme là-dessus. Et dans le dialogue, il y a un espace boisé, il doit être respecté. Voilà. Et pas faire l'objet d'une privatisation rampante par un biais ou par un autre. Il y a la question du marché du travail, où là, moi, je vais demander avec d'autres des comptes sur... évidemment qu'il faut des intérimaires, mais on ne va pas gérer l'hôpital avec des intérimaires. Et il faut des intérimaires. Mais il faut embaucher. Donc former, embaucher, ils mettent des moyens. Voilà ce que je ressens. Et après, sur les anciens bâtiments, Elena, ma collaboratrice, je ne pouvais vraiment pas arriver à 2 heures. Elle fait la visite. Elle, pareil, ce n'est pas son métier d'origine. Elle me dit, mais Pascal, dis-le, il faut agrandir les chambres, il faut améliorer les douches, il faut... Mais attendez, ça c'est la vie des gens, ça. C'est la vie de ceux qui sont ici, c'est la vie de toutes celles et tous ceux qui les accompagnent. Donc ça, c'est urgent. Donc ça doit être déjà dans le projet. Vous voyez, dans le projet, il y a l'immédiat dans le projet. Il y a ce qu'il faut engager. Voilà, on a sollicité la préfète du Val-de-Marne, la direction de l'ARS avec Laurence Cohen. Maintenant que vous êtes là, c'est grâce à vous, je vais vous dire. Vous savez pourquoi on reçoit des courriels aujourd'hui pour nous dire qu'on va nous répondre? Parce que vous êtes dans la salle, mesdames, messieurs. Parce que sinon, jusqu'à maintenant, on ne répondait pas aux parlementaires. Mais comme vous êtes venus cet après-midi et qu'on sait qu'il y a du monde un vendredi après-midi sur ce sujet, comme par hasard, on nous dit la semaine prochaine, vous aurez la réponse de l'ARS. C'est ça, hein, Laurence, comme ça que ça marche. Donc c'était aussi pour vous encourager à rester mobilisés. Merci de votre attention. Bonjour, donc Sophie, infirmière sur les Murets. Enfin, Sophie, infirmière des Murets sur les HSM. Donc juste, j'ai déjà une première question par rapport à toutes ces présentations. Donc vous dites que le bâtiment où il y a le self va disparaître. Donc le self apparemment part au Muret, le bâtiment disparaît. Quid de étape et quid du CRIAVS, parce que le bâtiment ne contient pas que le self. Il y a aussi l'espace territorial d'accompagnement psychosocial pour les patients et les familles de patients psy. Je ne sais pas où il va, vous ne nous l'avez pas dit dans la présentation. Et il y a le CRIAVS aussi sur l'autre partie avec nous. Donc voilà, j'ai juste cette question, il n'y a pas d'urgence. Si un jour quelqu'un peut m'y répondre, parce que c'est notre avenir, on ne sait pas où on travaille demain, quoi. On vient de l'apprendre aujourd'hui que notre bâtiment disparaissait. Donc voilà, il y a ça. Et puis, deuxième question qui n'est pas urgente non plus, c'est par rapport à l'écologie. J'ai longtemps travaillé sur tout ce qui est hortithérapie et les soins autour de l'hortithérapie. C'est des choses très développées maintenant au Canada et ainsi de suite. Et donc, on dit que les espaces végétaux sont très importants pour l'apaisement et les soins. Il y a même des reconnaissances maintenant sur les soins, même en cancérologie, sur les plantes. Donc, je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais donc tout l'intérêt de garder peut-être des arbres. Voilà. Et sinon, pour la petite histoire, je suis un bébé muret. Donc, ma mère travaillait déjà sur le centre hospitalier des Murets, la mère de mon conjoint aussi. Et donc, la disparition des lits, ça existe. C'est pas une blague, c'est pas une invention. Quand j'étais petite, il y avait 3 pavillons par secteur. À l'heure d'aujourd'hui, nous, on en a 2 sur notre secteur, qui maintenant sont réduits à 1, parce qu'on est passé, je suis arrivée en 2013 sur le G01, on avait 50 lits. Aujourd'hui, on en a 31, et je ne sais pas combien on en aura quand on arrive chez vous. C'est à vous de me le dire. Bonjour, je suis soignante au Paris Centre. Je suis là au nom de tous mes collègues de Paris Centre. Donc chacun, ceux qui ne sont pas là, ils ont tous écrit, donc je vais lire tout ce qu'ils ont laissé. C'est pas beaucoup, hein, c'est pas beaucoup, c'est pas long. Ok. Il y a une idée qui dit, nous avons déjà des locaux appropriés à la psychiatrie. Tout ce que nous demandons, c'est de refaire les locaux. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et il y a un autre qui nous dit, quand les lieux ont été une histoire, quand les lieux ont une histoire,
un enracinement des fondements, c'est souvent synonyme de la stabilité, d'épanouissement. Et c'est sur ces éléments que nous pouvons nous appuyer, travailler sereinement. Il y a une autre qui dit « Les locaux actuels offrent un cadre contenant, apaisant grâce aux patios, lumineux orientés vers la ville. Des petites unités avec une chambre limitée, un nombre limité de lits permettant une psychiatrie plus humaine, un cadre plus accueillant et sécurisant par les personnels hospitalisés, contrairement à une seule unité qui regroupe l'ensemble des services, déshumanisait un secteur hospitalier déjà malmené et oublié d'une grande partie de la société. Le moindre des choses serait de consulter, recueillir l'avis des personnes hospitalisées. C'est pas fini. Et de leur donner pleinement la possibilité de s'exprimer, car ce sont eux les premiers concernés en tant qu'usagers de l'hôpital, ce qui veut dire les patients. Voilà. Parlons d'humanité. Des unités avec des chambres individuelles ouvertes, si possible, avec des patios. Bref, des locaux plus appropriés aux patients que nous accueillons pour une psychiatrie plus humaine. Voilà. La pénibilité du travail des soignants est à son paroxysme. Nous enlever un lieu où nous nous sentons bien soignants. Pourquoi ? Comme patients, continuera à augmenter cette pénibilité, fera fuir davantage d'infirmiers et signera la fin de la psychiatrie. Bon, je m'appelle Colette et je suis usagère. Je ne sais pas combien il y a d'usagers ici. Mon camarade, mon ami Yann. Et voilà, je vois qu'on est très peu représentés. Et que moi, j'ai été hospitalisée à Esquirol plusieurs fois pour dépression grave. Mais après, quand je sors de la structure sur le CMP, on voit le médecin, le psychiatre une fois tous les 2 mois, parce que ça n'attire pas, en fait, comme spécialité. Tout ce qui relève de la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine. Et je ne pourrais pas répondre par rapport aux enjeux dont vous avez parlé. Je fais aussi partie de la ruche avec monsieur. D'ailleurs, la ruche, le comité, enfin la partie éthique à l'hôpital. Et moi, je dis il faut une hospitalité pour la folie. Voilà, quelle hospitalité pour la folie. Oui, bonjour, Gaël, infirmier de secteur psychiatrique, pôle Paris-Centre. Voilà, moi, je voulais questionner la question de la surface habitable, parce qu'en fait, soignants, patients, on est habitants des lieux, on y vit, et j'ai l'impression que là, qu'on a une surface disponible pour déployer des soins, des lieux de vie, qui est très importante, alors qu'on va se retrouver sur une structure nouvelle, bien sécuritaire, bien concentrationnaire. Voilà, moi, c'est ça qui me fait peur, c'est-à-dire c'est réduire, on gère les flux, et c'est plus des espaces de créativité où l'imagination peut se développer. Voilà. Moi, j'ai une double casquette. Je suis professionnel du soin en tant que médiateur santé-père, père aidant, et je suis donc usager de la psychiatrie. Il y a dans les années 70 aux États-Unis un mot d'ordre qui était lancé et qui disait « rien sur nous sans nous ». Et c'est ce que j'invite en fait tout projet à faire, c'est-à-dire à associer un maximum les associations d'usagers, les premiers concernés, à participer au projet, quel qu'en soit le coût, direct ou indirect. Là, j'ai l'impression que dans les scénarios qui nous sont proposés, il y a une sorte de privatisation des profits et d'une mutualisation des coûts au titre de la société. Et je trouve ça
bien triste. Merci. Je suis père aidante au pôle 94 G16 et je rejoins ce que dit mon collègue. Moi, je trouve pas ça triste, je trouve ça un peu terrifiant. Je trouve ce projet terrifiant à plus d'un titre. Il me terrifie à titre personnel parce que j'y vois le symptôme d'une société que je qualifierais même pas d'ailleurs, enfin, quelque chose comme un rouleau compresseur qui emporte tout sur son passage et qui nous écrase en fait tous, quoi. Ça me terrifie au titre d'usagère de psychiatrie parce que on est en tant qu'usager particulièrement vulnérable. On fait preuve d'une très grande force par ailleurs pour supporter ce qu'on a à supporter, mais on est dans une très grande vulnérabilité et là j'y vois l'impossibilité pour nous de s'exprimer. J'y vois parce que quand j'ai commencé à travailler à Esquirol, je me suis dit que j'aurais pas aimé être hospitalisée en fait, d'une façon générale. On n'aimerait pas être hospitalisé, mais j'aurais préféré être hospitalisée là en fait, pour le cadre. Et parce qu'il est particulier, parce qu'on s'y sent libre. Et je crois que c'est un cadre tout à fait adapté à ce qu'on vit quand on est en crise. Et moi, j'ai vécu... j'ai été hospitalisée dans d'autres cadres, dans des cadres, comme vous le disiez très bien, concentrationnaires. Et c'est la mort, en fait, quoi. Voilà, donc... Et je suis terrifiée aussi au titre de professionnelle de santé parce que la mission, elle perd son sens quand on n'est pas à l'écoute quand les projets sont pas en faveur du soin, mais sont en faveur d'une meilleure gestion, en fait. Bonjour, donc Wilfried Rocher, je suis le vice-président de l'association Anne en Ville. Il y a 6 ans, les hôpitaux de Saint-Maurice ont eu un projet un peu particulier qui était de mettre en œuvre un projet d'éco-pâturage au sein des hôpitaux de Saint-Maurice dans une volonté d'avoir un projet écologique dans la gestion de ces espaces verts. Dans ce projet, nous avons proposé, au-delà de l'éco-pâturage, nous avons proposé la médiation animale. Dans 17 jours, normalement, nous devrions fêter notre 5e année de partenariat et l'inauguration en fait, de la ferme thérapeutique qui est à l'entrée de l'hôpital. Aujourd'hui, grâce à Mme Pénègre et Renaud Péquignot et un certain nombre de soignants, ce qui était à l'origine sur le budget hospitalier, la régie thérapeutique, donc qui était en fait sur le petit trésor de guerre de chaque service, en fait, Mme Pénègre a décidé que ce soin qui était un peu différent, qui était non médicamenteux, soit pris en charge par la direction générale de l'hôpital. Aujourd'hui, l'activité s'est largement développée grâce à cette volonté de la direction. Donc ça, on la remercie. Et je pense que beaucoup de services, et je reconnais beaucoup de soignants ici qui viennent nous voir régulièrement, en fait, en bénéficient. Et bien entendu, les gens qui sont hospitalisés, c'est bien les Esquirol, en neurologie, en psychiatrie, voilà, tous les services, c'est enfants et c'est adultes et j'en passe. De l'autre côté, il y a un grand sujet que j'entends régulièrement, c'est l'histoire des arbres de cet hôpital. Et je tiens à alerter à tous les gens qui ont un côté un peu écologique, enfin, qui ont une sensibilité à l'écologie. Le parc ici, de nombreux arbres ont été plantés il y a plus de 300 ans. Il y a des arbres, ils sont en fin de vie. Nous, dans ce qui est nos terrains, on en replante. Donc les arbres qui sont abattus, il faut les abattre, ils sont dangereux, et ils sont replantés. Donc j'aimerais quand même que vous ayez conscience que en fait, ces arbres, on ne les détruit pas forcément. En fait, ils sont juste dangereux, ils sont malades, et qu'à un moment donné, il faut les remplacer. Et c'est la vie, ça s'appelle la vie. La vie des végétaux, comme la vie des humains et comme la vie des animaux.
Alors en effet, un arbre qui tombe, ça peut tuer dessous. Le patio actuellement, enfin l'espace boisé classé, donc c'est un espace thérapeutique pour la direction, puisqu'il n'y a que elle qui en profite. Avec le projet, ça sera aussi les patients de psychiatrie, c'est l'équivalent des 7 patios qu'on a actuellement en surface. Donc ça, on n'y perdra rien. Est-ce qu'on va en faire un grand patio, 2 moyens patios, 4 petits patios? Ça, c'est un projet qui doit être vu avec tous les soignants. Je voudrais revenir vite fait sur les aspects budgétaires. Pour lancer le projet, on doit présenter un budget. C'est comme ça, avec des hypothèses. Bon, voilà. Je veux dire, tous ceux qui sont dans des collectivités locales le savent. Ensuite, jamais aucun écrit n'a fait des embauches ou des licenciements. Je pense que nos amis syndicalistes sont assez bien placés pour le savoir. Ce qui fait des embauches, c'est la lutte. Et ce qui fait les licenciements, c'est quand on abdique. Voilà. Donc on peut mettre ce qu'on veut sur le projet, on peut mettre tous les millions qu'on veut en plus ou en moins. C'est pas ça qui changera les choses. On a tous vécu et vaincu un plan de réduction des effectifs parce que les déficits, les excédents, ça se crée, ça s'enlève. Vous déplacez un truc d'une colonne, vous mettez dans les provisions et on vous explique qu'il faut supprimer des personnels. Vous vous battez pour ça, vous obtenez des sous, vous récupérez les budgets. Par contre, actuellement, notre problème, ce n'est pas les budgets pour trouver les personnels. Ça fait 3 ans qu'on est en excédent. Le problème, c'est bien de trouver du personnel. Et ça, je citerai un chef de pôle qui nous a dit, notre stratégie pour embaucher, c'est de ne pas faire visiter les locaux. Alors moi, c'est quelque chose au début que je n'ai pas compris. Parce que moi, chez moi, évidemment que quand on reçoit un candidat, on lui fait visiter les locaux parce que comme ça, il est déjà un petit peu engagé, il se sent un peu chez lui. Voilà. Et ben, en bas d'Esquirol, il faut ne pas visiter les locaux si vous avez plus de chances de garder votre recrue. C'est quand même un petit peu extraordinaire. Alors, vous avez lu tout à l'heure, excusez-moi, je finis, mais tu auras la parole juste après, je suis sûr. Alors, ensuite, il y a une collègue tout à l'heure qui a lu le fait qu'il faudrait refaire ces locaux. Ils ont été refaits. En fait, ça coûte extrêmement cher de refaire des locaux dans des endroits qui ne sont vraiment pas plus faits pour ça. C'est du 19e siècle. Et, voilà, à l'époque, c'était un progrès. Et en fait, au bout de quelques années, c'est à nouveau moche, en fait. Les locaux, la réfection des locaux, ça ne change pas la largeur. Et vous ne pouvez pas faire des grandes chambres dans des murs étroits. C'est comme ça. Donc la gériatrie qu'on va refaire, on va d'ailleurs élargir les murs parce qu'on peut, parce que sur le site HNSM, on n'est pas classé monument historique. Donc sur la partie reculée, on peut. Sinon, on ne pourrait pas. Voilà. Donc ce projet est très important. Et quand le CNIS est venu, il y a eu 1 heure de présentation de l'établissement. Et ensuite, ça a été une réunion avec plein d'agents. Et ensuite, ils sont allés faire le tour de tout l'hôpital où ils ont rencontré plein d'équipes qui ont dit on a des tas de projets, on a envie de faire plein de choses, mais dans ces locaux, on ne peut pas. Oui, Laurence Cohen, donc je suis sénatrice, je viens de participer à la visite et ce n'est pas la première fois que je viens dans cet établissement. Et moi, j'ai envie de prendre la direction au mot. Parce que si j'ai bien compris, et je pense que j'ai bien écouté, le projet n'est pas encore choisi, c'est pas ficelé. Et je pense qu'on a l'occasion là, et d'ailleurs en donnant la parole à un large éventail de personnel, c'est l'occasion d'entendre les revendications que vous connaissez, puisque j'ai eu aussi l'occasion d'avoir une visite guidée par vos soins. Donc vous connaissez les revendications. Et moi, ce que je ressens d'une manière globale, c'est qu'il faut resituer les choses dans effectivement la politique psychiatrique telle qu'elle est menée aujourd'hui en France, où elle est sinistrée. Il y a vraiment un besoin impératif d'avoir une autre orientation politique sur la psychiatrie. Mais franchement, ici, c'est un lieu, ça a été dit, c'est un lieu historique, c'est un lieu avec une âme. Et je ne comprends pas les arguments ou les contre-arguments qui disent on ne peut pas rénover. Je ne comprends pas. Je trouve qu'ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas parce que, et ce n'est pas rénover et mettre un coup de peinture. Je ne parle pas de ça. Il y a des rénovations importantes à faire avec effectivement des budgets importants, mais ça fait partie d'un projet alternatif. Et vous avez la chance d'avoir des personnels qui sont mobilisés et un syndicat qui a des propositions alternatives. Et il faut entendre, il faut les écouter, il faut les bâtir ensemble. C'est ça qui me semble important. Pourquoi il faut les bâtir ensemble ? Parce que c'est dans l'intérêt des patients
Et c'est dans l'intérêt des personnels, et c'est dans l'intérêt de répondre aux besoins psychiatriques au niveau départemental, au niveau de la ville aussi, parce que c'est un poumon vert aussi dans la ville. Donc il y a beaucoup de choses et je pense que c'est possible de le faire. Et après, avec les fermetures de lits, il faut arrêter les histoires. Pardonnez-moi d'être un peu direct comme ça. Mais hier, on nous a vendu les fermetures de lits en vantant l'ambulatoire. Mais on ne mettait pas les moyens pour l'ambulatoire. Et aujourd'hui, on nous dit « Ah, mais on ne peut pas faire autrement, ma pauvre madame. On ne peut pas faire autrement. » Pourquoi ? Il n'y a plus de personnel, ils ne veulent plus venir travailler. Mais enfin, il faut arrêter. Pourquoi les personnels quittent l'hôpital ? Parce que les conditions de travail sont épouvantables, parce que les salaires sont insuffisants, parce que les cadences sont très dures. Mais il y a aussi des personnels qui restent extrêmement mobilisés et qui sont là et qui nous font d'ailleurs visiter l'établissement et qui redonnent du sens à la profession. Donc en tant que direction, c'est aussi important de les accompagner et ce n'est pas seulement une lutte ou pas une lutte. Ici, il va y avoir une lutte et il y a des luttes qui se passent et je pense que ce projet, le projet alternatif, je parle, il peut avancer. Mais il faut aussi que ça soit accompagné par la direction et pas plier les choses. Excusez-moi, en entendant ce que j'entends depuis tout à l'heure, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de place à la démocratie que je vais appeler démocratie sanitaire, de donner la parole à celles et à ceux qui travaillent ici avec vous, à vos côtés et qui ont une analyse différente. Donc je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et puis je vais donner une petite note d'optimiste. Il y a d'autres hôpitaux comme ça qui sont menacés de fermeture partielle, de reconstruction, etc. Je pense à l'hôpital emblématique, alors il n'est pas dans le Val-de-Marne, c'est l'Hôtel-Dieu. L'Hôtel-Dieu, parce qu'effectivement, il est situé au cœur de Paris, donc, vous voyez, au niveau immobilier, ça peut rapporter gros. Eh bien, les personnels mobilisés, les luttes qui ont eu lieu, la mobilisation des élus, notamment communistes au niveau du Conseil de Paris, fait qu'aujourd'hui, il y a un premier recul et que c'est important. Donc, rien n'est plié si effectivement, ensemble, unis, on porte un projet alternatif au projet qui est proposé tel que vous l'avez montré. Voilà. Bon, donc moi, je suis Judith Maman, je suis psychiatre au pôle 94 G16, vice-présidente de la CME. Je parle pour la psychiatrie. Je pense qu'on est bien représenté. On est quand même inquiet de ce projet immobilier pour la psychiatrie. Voilà, quand on voit les plans, on se rend bien compte qu'il y a une surface au sol qui est réduite. Ça n'a rien à voir avec l'architecture qu'on a actuellement. Donc on voit bien qu'il va y avoir donc un bâtiment sur un niveau, 2 étages, un patio pour 110 patients. Ça n'a rien à voir, même si le jardin est grand, avec plusieurs patios espacés. L'architecture actuelle, elle a un sens. Elle a été pensée par un psychiatre. Les patients, ils l'ont dit, ça permet de diminuer la tension, l'agitation, cet espace, cette hauteur sous plafond, pouvoir déambuler. Pouvoir se perdre, pour pouvoir regarder le ciel. Les patios, c'est pas juste un jardin, c'est pas juste des arbres, c'est le dedans, le dehors, c'est un espace avant de sortir. Donc faisons confiance aux membres, aux patients, à ceux qui sont dans la psychiatrie pour penser ce projet immobilier qui pour l'instant ne nous parle pas. Donc oui, il y a l'Esquirol du bas dont on sait qu'il faut le rénover. Moi, je crains que, vu les contraintes de surface au sol, on recrée en fait un espace avec des petites chambres, des couloirs, des étages, et que finalement on ait les mêmes contraintes, en pire, puisqu'on va perdre les arcades, on va perdre la serre par exemple, ce qui est une très belle salle qui permet d'accueillir sans nombre limité de patients. On va perdre ces grandes salles d'activité thérapeutique qui ont un sens et qui permet en grande partie de diminuer la tension, le recours aux médicaments, le recours à l'isolement, le recours à tout ça, puisque c'est vers ça qu'on va. Moi, j'ai entendu des choses qui me font bouillir aussi, pour reprendre l'expression. On veut en finir avec l'asile. Ça fait longtemps qu'on en a fini avec l'asile. Moi, ça fait depuis 2011 que je suis sur les hôpitaux de Saint-Maurice. J'ai commencé avec un pôle parisien, pionnier de la réhabilitation, loin de l'asile. Donc l'architecture, c'est pas l'asile. L'architecture, elle a un sens. Voilà. Donc là, franchement, on s'y retrouve pas. Je voulais rajouter aussi, mais j'ai perdu le fil de mes idées. Voilà. Parce que tu as dit qu'on a déjà rénové Esquirol du bas, mais comme tout, le neuf, ça se rénove. Enfin, nous, ça fait 2 mois qu'on est dans un CMP neuf, on est déjà en train de remettre les poignées de porte. Donc, tout a besoin d'être rénové.
Voilà. Et encore plus le neuf fait actuellement. Voilà. Oui, bonjour. Voilà, je suis conseiller municipal communiste de Saint-Maurice, membre du groupe Saint-Maurice en commun. Je suis accompagné par Jean Loiseau et Tiffany Ferlet. Voilà, on est 3 membres du groupe Saint-Maurice en commun d'opposition. Alors, j'ai envie de dire que je commencerai par la fin. Je suis à peu près certain d'aller jusqu'au bout. Pour dire que la santé est un bien commun. C'est-à-dire que l'avenir de l'hôpital est un bien commun. Les militants communistes, les élus communistes de Saint-Maurice et filles de Saint-Maurice, je pense à Jean, ont la conviction que pour être accompli, l'avenir de l'hôpital doit être réfléchi avec l'intelligence collective citoyenne. Et je pense que le débat l'a démontré aujourd'hui, des salariés des hôpitaux en priorité, des syndicats, de la population, des usagers et de leurs associations, des partis aussi attachés aux valeurs du service public hospitalier et à l'écologie. En ce sens, nous sommes pour la création d'un collectif citoyen, pour un projet alternatif à celui de l'Agence régionale de santé et de la direction. Alors, le projet de restructuration de la direction, à mon avis, viole l'intégrité de l'espace boisé classé et il fracture le patrimoine bâti. En tant que conseillers municipaux, je parle au nom des 3, nous avons été impliqués notamment à partir de la conception du plan local d'urbanisme. Il faut savoir que le projet de l'ARS figure dans le projet de plan local d'urbanisme. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une opération d'aménagement programmée, comprenant le secteur de l'hôpital. Et donc, la valorisation du bas d'Esquirol et le viol de l'espace boisé classé figurent dans le projet de PLU. Ça va être notre bataille acharnée. Ça vaut l'espace boisé classé vaut un soulèvement de la terre, très honnêtement. C'est-à-dire que, en l'occurrence, le problème de l'espace boisé classé n'est pas seulement lié à la bataille des arbres. J'ai lu effectivement qu'on allait déplacer les arbres dans le courrier. En fait, la question de l'espace boisé classé, c'est aussi l'imperméabilisation des sols. C'est-à-dire qu'il est dit dans le plan d'aménagement durable, y compris du PLU en cours, que en fait, c'est un espace qui fait transition avec le bois de Vincennes jusqu'à la vallée de la Marne et qui joue un rôle très important dans les fonctionnalités hydrologiques de la Marne. C'est-à-dire qu'il empêche le ruissellement. Or, aujourd'hui, on veut abattre les arbres qui gèrent la biodiversité, qui stockent le carbone, et en plus, on veut imperméabiliser les sols. Et donc, on va se battre dans le cadre du PLU, dans le cadre de l'enquête publique, et vous êtes d'ailleurs tous impliqués dans le cadre de cette enquête publique. Vous verrez sur les panneaux administratifs de la mairie de Saint-Maurice et de tout le territoire, d'ailleurs, ça concerne tout le territoire. L'enquête publique va s'ouvrir du 30 mai au 1er juillet, et c'est un encouragement à se battre dans le cadre de cette enquête. Si on ne gagnait pas dans le cadre de cette enquête, on porterait un recours contre le PLUI. Donc les conseillers municipaux de Saint-Maurice vont se battre de manière acharnée pour défendre. C'est un moyen. N'en concluez pas que je suis seulement attaché aux arbres. Je suis aussi attaché au projet de soins. Et Florence a démontré qu'il y avait une cohésion entre le projet de soins. En l'occurrence, d'ailleurs, l'espace boisé classé est un espace de déambulation. Et par ailleurs, Barbara l'a aussi souligné, c'est un espace de promenade pour les Mauriciens. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait même, y compris, mieux intégrer l'espace hospitalier dans l'espace urbain. Bonjour, je suis Jérôme Delia, je suis infirmier sur le pôle Paris-Centre, sur l'Adamant également. Et en fait, ça fait moi un petit peu plus de 18 ans que je travaille sur les hôpitaux de Saint-Maurice. Enfin, quand j'ai démarré, c'était l'hôpital Esquirol. Une des raisons pourquoi je suis venu travailler à Esquirol, c'est l'hôpital en lui-même. C'est surtout je trouvais la beauté du lieu déjà qui m'intéressait pour venir travailler sur
sur l'hôpital. J'ai travaillé un peu plus de 10 ans en intra-hospitalier sur Averroès et Rosa Parks. Je discute quand même beaucoup avec les patients, forcément. J'ai beaucoup profité des patios, etc., et surtout du parc de l'hôpital avec eux. C'est un lieu qui permet d'apaiser, je pense, beaucoup les patients. Et ce projet, moi, j'ai rien contre ce projet, hein, j'ai rien contre la nouveauté, j'ai envie de dire. Mais quand j'entends qu'on me dit on ne peut pas faire des projets, etc., dans les structures du bas ou quoi, enfin, nous, on arrive quand même sur le pôle Paris-Centre. Après, les autres pôles, je pense qu'ils y arrivent aussi, mais on arrive à développer énormément de projets, malgré la vétusté, on va dire, des locaux. Mais on arrive à développer énormément de choses, même de plus en plus, je pense. Mais c'est surtout, moi, par rapport à ce projet-là, ce que j'aimerais bien, par rapport à l'Adamant, quand il a été construit, ce bateau, il a été construit en collaboration avec les patients, c'est-à-dire qu'on leur a demandé ce qu'ils souhaitaient réellement dans leur prise en charge, ce qu'ils souhaitaient comme on va dire, comme locaux, comme surface de locaux, etc. Ils ont énormément participé à ce projet-là. Après, dans ce projet futur là, de l'hôpital, je ne sais pas si les patients ont été vraiment conseillés ou ils ont été... Voilà, je ne pense pas du tout même. Ce qui est un peu dommage, donc ça serait bien qu'on puisse peut-être ouvrir justement ce projet-là, s'il doit avoir lieu. Moi, après, j'en sais rien. Moi, ce que je préférerais, en tout cas, c'est qu'on conserve les locaux tels qu'ils sont et qu'on rénove. Parce que, comme a priori le choix n'est pas encore fait, moi, en tout cas, mon choix, ce serait celui-là, c'est de conserver ces locaux-là et qu'on puisse au moins les remettre, on va dire, en état, comme ça a été déjà fait plusieurs fois, mais on va dire encore mieux dans ce cas-là. Et que les patients puissent profiter toujours de ce parc et de ces locaux tels qu'ils sont, et avec, j'espère, le plus de soignants possible, parce qu'on arrive quand même, nous, à faire visiter nos services du bas, que ce soit à Averroès ou Rosa Parks. On n'a pas honte d'ouvrir notre service pour recruter les gens, et on arrive un petit peu à recruter, malgré tout, pas énormément, mais on arrive quand même un peu à recruter. Donc voilà, merci beaucoup et bonne continuation. Bonjour, moi je suis Christine Edelec de l'association France Nature Environnement Île-de-France et France Nature Environnement Paris. Et en fait, nous avons été alertés par vous sur ce projet. Et évidemment, nous sommes à vos côtés parce que la défense, évidemment, de l'humain et de l'environnement, du vivant, c'est notre sujet à tous. Vous l'avez très très bien dit, avec des paroles qui sont vraiment merveilleuses. Il suffit de rentrer dans ce site pour savoir qu'il faut à peine y toucher et surtout en prendre soin, comme on doit prendre soin aussi des patients et des gens qui travaillent dans cet endroit. Donc simplement pour vous dire qu'on sera prêt à agir autant que nécessaire. Et le principe de la co-construction, enfin définir enfin une société où il fasse bon vivre, il est plus que temps de s'y mettre, d'autant plus que les urgences climatiques nous poussent à la roue. Donc j'espère bien que ce projet tel qu'il est présenté n'aura pas lieu, parce qu'en effet, les espaces boisés classés, il faut les respecter, et les arbres, on ne peut pas les déplacer. Donc les abattre, c'est pas du tout considérer agir pour la vie, évidemment, c'est le contraire. Donc pas de projet mortifère, et nous serons contents de vous accompagner si nécessaire. Alors moi je suis Alfort-Villez, rien à voir. Je suis pas soignante, rien à voir. Mais j'ai un rêve là en vous écoutant. Moi j'ai découvert l'hôpital de Saint-Maurice pendant la pandémie parce que j'ai fabriqué des blouses. Je participais à cette formidable aventure autogérée. Vraiment j'en ai un souvenir assez extraordinaire. Et j'ai découvert les lieux. J'entends bien évidemment toutes les réflexions autour de la psychiatrie. Effectivement, quand on voit les lieux, on pense que même si je n'y connais rien, je pense que ça peut être apaisant, effectivement. Alors ma question, c'est la suivante. Avec tout ce qu'on a entendu là, la motivation des personnels, la CGT qui est mobilisée, est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait un collectif qui travaille à une véritable alternative, c'est-à-dire un vrai boulot, genre convention citoyenne, vous voyez ? Un collectif, et puis on fait venir des experts pour nous expliquer que rénover comme ci ou comme ça, c'est compliqué parce qu'il y a des murs porteurs, je sais pas quoi, je dis n'importe quoi, j'y connais rien. Mais vous voyez qu'on rentre vraiment dans le sujet. Là, pour l'instant,
tout le monde s'exprime, et c'est formidable et c'est fondamental, en particulier les soignants et puis les personnels qui travaillent ici. Mais pourquoi on n'essaierait pas, là, pour une fois, d'aller plus loin et de construire peut-être pas un contre-projet, mais en tout cas, il n'y a pas que la direction qui a le droit de faire des projets. Je crois que les gens aussi ont le droit de faire des projets. Si seulement on pouvait se donner les moyens, je trouve que ça donnerait un peu d'espoir. Voilà. Je vais donner la parole à David, mais déjà la CGT, sur les 3 scénarios, elle porte le premier, la rénovation. Ensuite, effectivement, il appartiendra au collectif. Alors vous l'appellerez comme vous voudrez, voilà. Il y aura pas de, il appartiendra à la création du collectif de décider s'il travaille sur le scénario 1, celui qui est préféré par les organisations syndicales pour plein de raisons, ou si effectivement il faut créer un 4e scénario qui n'existe pas encore avec l'ensemble des acteurs. Voilà, ça appartiendra à la démocratie citoyenne qui s'est exprimée aujourd'hui, à la représentativité présente aujourd'hui, de décider de l'avenir de ce projet. Voilà. Je vais passer la parole à David pour conclure la réunion. Oui, ce que je veux d'abord dire, c'est que je suis extrêmement heureux et très agréablement surpris de voir le nombre qu'on était aujourd'hui. On était plus d'une centaine réunis pour parler du projet d'établissement. Je crois que c'est jamais arrivé dans cet hôpital. Et je crois qu'il faut qu'on s'en félicite. C'est la réussite de la mobilisation qu'on a entamée, qu'on a initiée et qu'on souhaite poursuivre tous ensemble, collectivement, comme ça vient d'être dit. C'était une de nos volontés. Après la période Covid, qui nous a isolés, qui a coupé des liens, qui nous a fracturés, morcelés les uns les autres, façon pulse, là, il y a une envie, il y a un sentiment fort dans la société de recréer du lien, de recréer du collectif pour agir ensemble. On ne veut plus subir individuellement les directives de l'ARS et du ministère. On veut du collectif, on veut choisir ensemble. Ça a été dit par le collègue de l'Adamant, ce lieu a été construit, pensé avec les patients, avec les soignants, tous ensemble. Et c'est ce tous ensemble-là qu'on veut maintenant développer à l'échelle de l'établissement et qu'on espère pouvoir construire et qu'on pense qu'on va... C'est plus que de l'espoir, c'est de la conviction heureuse qu'on peut y arriver. Imaginez qu'on soit... J'entendais tout à l'heure la camarade de la Commission nationale psy au tout début qui disait « Les mots que j'entends ici sur ce projet d'établissement, c'est les mots que j'entends dans tous les établissements psychiatriques de France et de Navarre. » Eh bien, imaginez qu'on soit le seul hôpital psychiatrique de France et de Navarre où les usagers et les soignants se réunissent avec les associations écologiques, avec les associations de riverains, avec l'administration, sur un projet qui soit réellement, intégralement pensé et conçu ensemble. La force d'attractivité et de fidélisation du personnel que cela représenterait, imaginez qu'on aille sur les stands de recrutement, les stands de métiers, vous savez, et qu'on aille là-bas, le salon IDE, et qu'on y aille et qu'on dise, écoutez, vous auriez en venant travailler chez nous l'opportunité d'être dans le seul établissement où vous avez droit au chapitre, où vous pouvez discuter sur plan de l'avenir de votre hôpital et de comment vous avez envie de travailler dans les années à venir, dans quels locaux. Bah ça, c'est indéniable. Moi, je vous parie, je vous parie 3 mois de salaire. C'est de l'attractivité, c'est de la fidélisation. Ça a été dit dans la salle à plusieurs reprises par des usagers, par des collègues. Le projet d'établissement tel qu'il est porté actuellement par la direction, avec ces 2 bâtiments qui se font face, ces 2 barres comme ça, face à face, avec le pavillon Berthoumot et avec les grilles du parc de la ferme pédagogique, ça fait un espace clos, contraint, restreint, concentré, qui a comme seul objectif soignant la mutualisation et l'optimisation des flux. Et ben nous, ce n'est pas ça qu'on veut. On n'est pas là pour compter le nombre de pas des soignants faits dans la journée. On est là pour pouvoir prendre du temps avec les patients dans des espaces individualisés qui soient par service. Ce n'est pas la même chose d'avoir des petits patios par service qu'un grand patio pour tout le monde. C'est totalement différent, ça n'a rien à voir. C'est la différence entre la mutualisation
et l'individu. Voyez. Sur l'aspect écologique, je suis désolé, quand on lit le rapport du GIEC, quand on a des enfants qu'on a envie de faire grandir sur cette planète, eh ben, on ne peut pas se dire ce n'est pas un problème d'abattre 40 arbres parce qu'on en replante 50. Je suis désolé, ça c'est faux. L'écologie aujourd'hui, ce n'est pas remplacer ce que l'on détruit, c'est rajouter à ce qu'il existe. Il ne faut plus rien détruire sur cette planète. Il en va de l'avenir de notre humanité. Donc ce projet d'établissement, il faut vraiment le repenser à la base avec les associations écologiques. J'entends ce que Madame la directrice dit sur la passoire écologique que sont les bâtiments du bas. Mais si Châteauforme récupère les bâtiments, vous croyez qu'ils vont garder ça en passoire énergétique? Ils vont rénover à haute qualité environnement. Donc pourquoi est-ce qu'on va donner ça à du privé qui va rénover en haute qualité environnement pour ensuite y faire du business, alors que nous, on pourrait le garder, le rénover en haute qualité environnement et préserver l'identité de cet établissement qui a toujours été tourné vers les plus démunis, c'est-à-dire les patients, et développer là du social et du médico-social, du soin et du médico-social. C'est possible de le faire. On a cette conviction joyeuse de le faire et on veut le faire avec vous, ensemble, tous ensemble. Donc vraiment, on vous invite, je vous remercie d'avoir parlé de collectif. Bah oui, réunissons-nous, venez là nous voir, donnez-nous les mails, les numéros de téléphone. On constitue un collectif pour réfléchir ensemble à l'avenir de cet hôpital.